Merci d'être là pour une des tables rondes sur l'intelligence artificielle la mieux garnie qu'on puisse imaginer ici, je pense. Merci vraiment. C'est un honneur pour nous. Alors, on va démarrer. L'idée, c'est de parler de manière assez ouverte, quand vous le sentez, sur l'intelligence artificielle, mais en prenant un petit peu de recul sur le sujet. Je sais que Cédric a fait ça très bien récemment, donc c'est un petit peu l'idée. On va commencer, on a beaucoup d'entreprises dans cette salle, hein, de différents secteurs. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les secteurs qui sont les plus avancés et ceux qui vont le plus être impactés par cette révolution? Qui veut commencer ? Oui, alors il y a des secteurs bien sûr techniques, c'est-à-dire des applications, des domaines d'application de l'IA qui sont très avancés, comme la vision. Certainement, la vision par ordinateur, c'est un des domaines dans lequel il y a eu le plus d'avancées. Plus récemment, le traitement de la langue naturelle et la reconnaissance de la parole, la synthèse de la parole aussi. Donc, c'est tous des domaines dans lesquels il y a eu des progrès absolument énormes dans les années passées. Des progrès un petit peu moins fulgurants, mais quand même intéressants et importants dans le domaine de la robotique et dans le domaine de la production de contenu, c'est-à-dire la génération de texte, la génération d'images, de vidéos, etc. Ça fait des progrès. Donc ça, c'est les domaines techniques. Et puis, il y a les applications pratiques pour la société. Donc évidemment, ceux auxquels on pense immédiatement, c'est les transports, les voitures autonomes, etc. En tout cas, l'assistance à la conduite initialement, et puis tôt ou tard, les voitures complètement autonomes. Bien sûr, la médecine, l'analyse d'images médicales, la médecine personnalisée, la génomique, etc. Donc plein d'applications de l'apprentissage automatique là-dedans qui vont se développer, se déployer dans les années qui viennent. Et puis l'énergie, la gestion de l'énergie, la gestion des villes, tout un tas de choses qui vont voir au pilotage en fait, de systèmes complexes dans lequel ce genre de choses, la finance aussi, dans lequel ce genre de technique peut avoir de grosses applications. Mais ça va prendre probablement une dizaine, une quinzaine d'années pour ces techniques à se disséminer dans toute l'économie. Je vais renchérir en ajoutant qu'effectivement, dans la question, il y a évidemment l'ambiguïté sur la notion de secteur. Est-ce qu'on appelle secteur une technique qui peut être transverse à beaucoup d'applications? Robotique ou reconnaissance d'images sont des secteurs en ce sens. Ou est-ce qu'on centre sur les applications? Évidemment, on a les secteurs tels que transport, santé, dont chacun peut avoir une partie de robotique, une partie de reconnaissance d'images, etc., etc. Dans le rapport remis au gouvernement, on avait insisté sur 4 secteurs qui étaient santé, transport, environnement et défense. Le fait qu'il n'y ait pas la finance était bien sûr lié à ce que c'était un rapport remis au gouvernement insistant sur les secteurs dans lesquels le gouvernement allait avoir sa contribution à apporter, alors qu'on faisait confiance à la finance pour trouver en soi les ressources nécessaires à mener le changement. Et puis le fait qu'il y ait l'environnement, c'était aussi une position un peu militante pour dire que c'était cohérent avec la volonté de la France et de l'Europe de se positionner comme étant un acteur important sur la transformation de l'environnement, mais aussi avec le fait que, par exemple, dans le domaine les économies d'énergie vont avec l'environnement, de même que en un sens le mouvement des smart cities, mais aussi toutes sortes d'applications à l'agriculture augmentée. Et puis la question, ce qui est bien, c'est qu'elle fait la différence entre les secteurs les plus impactés et les secteurs les plus avancés. Il y a des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils soient potentiellement extrêmement impactés, mais qui pour l'instant n'avancent guère. Et peut-être le secteur dans lequel il y a le plus grand différentiel entre ce qu'on espère et ce qu'on sait faire maintenant, c'est l'éducation, où régulièrement on espère qu'une nouvelle technique en éducation va faire des miracles. Et puis à l'arrivée, on se rend compte que les évaluations sont très difficiles, les expérimentations sont compliquées aussi du fait des différences de culture impliquées. Les cycles d'évaluation sont très longs parce qu'avant de juger si un élève progresse ou pas, ça demande du temps, un suivi sur la durée. C'est dur de s'affranchir des biais d'engagement et des biais qui arrivent dans les petits échantillons. Et puis c'est difficile aussi, sur le fond, je dirais, de faire de l'IA qui n'apporte pas ce que l'élève a envie de voir, mais ce qui lui donne des difficultés, parce qu'il n'y a pas à faire sans efforts, il n'y a pas de progrès dans l'éducation. Alors, une petite question peut-être pour toi, Joël, sur la partie géographique finalement. Quelles sont les vues du Canada, les pays
qui te paraissent les plus avancés en termes d'IA? Certainement dans le monde de la recherche. On le voit, on va dans les congrès internationaux plusieurs fois par année. Et puis, on voit énormément de présence, évidemment, des chercheurs américains, des chercheurs canadiens et français qui sont quand même assez bien représentés au niveau de la recherche de fine pointe. Certains qui sont maintenant distribués un petit peu partout dans des laboratoires à travers le monde, mais qui ont fait dans plusieurs cas leur formation. Ici, on voit évidemment la montée des chercheurs chinois qui, pendant plusieurs années, étaient beaucoup moins présents, où la qualité des communications scientifiques était moins au rendez-vous dans les dernières années. Beaucoup plus de présence avec des travaux de qualité. C'est surtout dans les conférences internationales qu'on les retrouve récemment. Certains pays aussi qui se démarquent, l'Allemagne, Israël, toujours présents. Il y a un filon assez prometteur d'étudiants du Brésil qui arrivent à nos portes quelquefois. Donc, il y a évidemment plusieurs étudiants indiens aussi qui viennent étudier dans nos laboratoires. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de recherche pour eux pour retourner dans leur pays. Après ça, la plupart s'établissent en Europe, mais beaucoup plus en Amérique du Nord. Donc, à la fois sur la recherche et sur les applications, de la même façon, les niveaux de maturité sont les mêmes entre les pays qui sont avancés en recherche et ceux qui sont avancés dans les applications. Je n'ai pas l'impression, mais Yann non plus, on dirait. Pas nécessairement. Donc il y a des pays où la recherche est en avance sur l'application, d'autres où c'est un petit peu le contraire. Des pays qui traditionnellement investissent massivement dans l'industrie, etc., qui ne sont pas forcément au top dans la recherche, mais qui sont très bons pour déployer beaucoup de choses. C'est le cas de la Chine en ce moment. Ils font des progrès aussi en recherche. C'est le cas peut-être aussi, je sais pas, on pourrait parler de pays comme la Corée, etc. Maintenant, au niveau recherche, je pense qu'en Europe, la recherche est probablement plus en avance sur l'application que dans d'autres pays. Alors, ce n'est pas bien sûr des pays qui ont des bons systèmes de formation et qui distribuent tous leurs étudiants dans le monde entier, comme par exemple la Roumanie. On a des très bonnes formations en mathématiques en Roumanie, et il y a plein de chercheurs roumains à haut niveau un peu partout dans le monde, mais il y a très peu d'industrie locale. Donc en Europe, on a un petit peu ce problème, bon, pas dans les mêmes proportions qu'à la Roumanie, mais effectivement où on a des chercheurs de qualité, beaucoup de gens qui s'expatrient aux États-Unis, en particulier, ou au Canada, et qui, comme moi, ne reviennent pas. C'est parfois quand même. Bon, je reviens un petit peu. Ouais. Mais donc qui passe beaucoup de temps à l'étranger. Donc il faut c'est quelque chose que Cédric en fait mentionne très bien dans son rapport, c'est qu'il faut des perspectives de carrière pour les chercheurs, pour qu'ils restent dans leur pays et servent à essaimer l'écosystème local. Donc c'est pas simplement les startups et l'industrie, mais c'est toute la chaîne entre la recherche avancée, ambitieuse, la recherche un petit peu appliquée, et puis le transfert de tout ça dans l'industrie. Il faut que ça soit un petit peu local. Et finalement, est-ce que les GAFA, les gros acteurs chinois également, ne sont pas en train de phagocyter toutes les compétences en intelligence artificielle? Écoutez, posez la question à n'importe quel jeune chercheur, doctorant par exemple en intelligence artificielle en France, la meilleure chose pour eux qui est arrivée, c'est la création de laboratoires comme celui de Facebook AI Research à Paris, ou maintenant Google, Samsung, etc., parce que ça leur donne des perspectives de carrière qui leur permettent de rester en France. Auparavant, ils auraient dû s'expatrier. Je pense que c'est important de souligner que même pour un laboratoire particulier, c'est important d'en avoir plusieurs autres autour. Nous, au début, Facebook est arrivé en ville, depuis DeepMind, d'autres équipes se sont installées. Et puis, en fait, on croirait que c'est seulement de la compétition, mais c'est à notre avantage parce que quelqu'un est plus porté à s'installer dans une ville où il y a plusieurs possibilités d'emploi. De nos jours, les gens changent de boîte et de carrière assez rapidement. Et puis donc, avoir un écosystème foisonnant où est-ce qu'il y a des startups, des grosses compagnies, des compagnies de taille moyenne, ça donne beaucoup plus de possibilités pour quelqu'un qui veut établir sa carrière. Au niveau des perspectives de recherche et surtout sur des progrès, des programmes internationaux variés, des projets industriels, ça a été une énorme ouverture, les centres tels que le FAIR. Et évidemment, c'est vu comme par le système universitaire comme un risque de phagocytose, surtout maintenant que de nombreux autres laboratoires sont arrivés, très nombreux, ça a été spectaculaire au cours de l'année écoulée. On peut voir les choses de façon positive en disant que ça a quelque part réveillé le système et que ça nous force à nous mettre à niveau en ce qui concerne
sur l'audace dans les formations qui sont dispensées, en ce qui concerne les volumes qu'on forme, et que sinon, probablement, on aurait pu continuer à vivre en sous-exploitation de nos compétences et de nos ressources. Alors maintenant, il y a urgence à agir par rapport à ça. C'est bien de se faire stimuler et émuler, mais il faut relever le défi et le faire tout de suite, sans quoi le risque est considérable pour notre système. Alors qu'est-ce qu'on va faire en France concrètement ? En France, on va commencer par mettre en place des centres de recherche qui auront vocation à être à niveau. On a dans le rapport plaidé pour la création de ces centres pour lesquels on a proposé le sigle 3IA, Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, et pour nous c'était important qu'il y ait le I de interdisciplinaire. Dans un contexte français qui traditionnellement n'a pas une culture d'interdisciplinarité, mais aime bien les spécialisations. Interdisciplinarité, ça voudra dire des mariages entre filières, bien sûr du regroupement de bonnes filières déjà existantes, un rapprochement entre le monde universitaire et le monde de l'industrie, avec la volonté de mettre en place des programmes de recherche ambitieux du côté théorique comme du côté des applications, et de façon générale une façon de s'appuyer sur les forces vives locales, sur les bonnes industries locales en fonction des régions, d'utiliser aussi le mariage entre public et privé. Ces instituts, ils auront vocation à leur mise en place sera pilotée, surveillée par INRIA, pas au sens où INRIA en prendrait le leadership scientifique ou viendrait s'immiscer dans leur programme. Et c'est même bien sûr possible et même attendu qu'il y ait des centres dans lesquels INRIA ne soit pas présent en tant que tel. Mais la mise en œuvre, avec les appels d'offres qui correspondent, doit être réalisée par INRIA dans le contexte du renouvellement actuel de la présidence d'INRIA. Donc ça va être dans le volet recherche, ça va être un grand axe. Nous avons perdu un peu de temps, il faut le dire, depuis la remise du rapport et l'arbitrage gouvernemental en la matière, mais l'important est que maintenant ça avance. Au point de vue des formations, on n'échappera pas au fait qu'il y aura un travail à faire dans un peu toutes nos formations, nos universités, nos écoles, mais aussi nos formations de médecine, nos formations sectorielles, qui est la mise en place de formations là-dessus, y compris sur un mode expérimental, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que les experts discutent pendant des années et des années de ce qu'il convient d'enseigner et dans quel ordre pour avoir des experts en la matière. Est-ce qu'on va avoir assez d'enseignants pour former dans toutes ces écoles? C'est aussi un peu le problème, il faut aussi former les enseignants. Comment ça se... Et là, toute la matière, il va falloir commencer par former les enseignants. Et puis, mais un des défis dans les universités présentement, c'est justement de réussir à garder certains universitaires dans le milieu de la formation, tant pour faire former les jeunes chercheurs, mais aussi tout le reste des étudiants. Ça reste un défi, et puis d'où là l'importance pour les universités d'évoluer dans leur modèle de fonctionnement, d'avoir des modes plus flexibles, entre autres de recrutement et évidemment d'emploi. Plus proche des industries également, j'imagine? C'est un des aspects, et puis c'est quelque chose qu'on a travaillé, en tout cas de notre côté à Montréal, avec une ouverture quand même assez remarquable de la part des universités, entre autres en faisant valoir que ce n'était pas un modèle complètement nouveau, c'est-à-dire que plusieurs des professeurs dans les facultés de médecine ont des doubles emplois entre le milieu hospitalier et le milieu universitaire, qui vient enrichir autant leur pratique clinique que leur enseignement. Et puis, donc, il y a lieu certainement dans certains domaines, dont l'intelligence artificielle, d'avoir ce genre de poste avec des doubles responsabilités où l'un vient enrichir l'autre. Quand on parle aux économistes, ils semblent nous dire qu'ils voient l'intelligence artificielle comme une technologie d'usage général, donc qui va se disséminer un petit peu partout dans l'économie. Et ce qu'ils disent, c'est que le frein principal à la dissémination de cette technologie, qui va aboutir à une augmentation de la productivité, une meilleure économie, etc., le frein principal est le fait que les gens prennent du temps à apprendre à se servir d'une nouvelle technologie. Donc ça a pris environ 20 ans pour la technologie de l'informatique à se disséminer dans les recoins de l'économie.
à cause du fait que ça a pris une génération, en fait, aux gens pour apprendre à servir des ordinateurs. Donc, si un pays veut saisir la balle au bond des avancées de l'IA, une des choses principales qu'il doit faire, c'est investir massivement dans l'éducation, la formation continue et l'éducation primaire. Et ça commence par effectivement avoir plus de chercheurs, parce que les chercheurs deviennent des professeurs ou deviennent des conférenciers, etc., ou participent à des tutoriels, des hackathons, etc. Donc il y a une pénurie de gens qui sont experts dans le domaine partout dans le monde, hein, c'est pas spécial à la France ou à l'Europe. Donc investir dans la recherche, ce qui fait qu'il y a plus de doctorants, plus de gens qui peuvent devenir professeurs, qui peuvent enseigner ensuite à des ingénieurs, disséminer ce savoir un petit peu dans toutes les écoles d'ordre technique, et puis dans les business schools, etc. Et puis au fur et à mesure, ça descendra un petit peu dans tous les recoins de l'économie. Il faut accélérer ce processus si on veut profiter des transformations technologiques et économiques qui vont être apportées par l'intelligence artificielle. Et il y a cette question de formation et aussi cette question d'embauche et de façon pour les entreprises d'acquérir les compétences ou de passer les bons partenariats. Formation d'étudiants, formation des entreprises, mise en place dans les universités, c'est un effort global. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Yann sur le fait que le plus gros facteur limitant, ce n'est pas le développement de la techno, mais son acquisition, la façon dont le système s'en imprègne. Oui, parce qu'effectivement, alors l'apprendre à l'école, c'est bien, mais c'est pour les prochaines générations. Il faut surtout transformer les entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que ça va finalement détruire beaucoup d'emplois? Parce qu'on voit bien les emplois créés dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est une évidence, il y a une pénurie à court terme, on n'imagine pas qu'il puisse en être autrement, mais on voit que c'est une technologie qui va finalement chahuter un peu l'emploi des cols blancs, ce qui est plutôt nouveau. Donc quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que vous croyez que ça va se tasser un petit peu et repartir? Ça va créer plus d'emplois que ça ne va en détruire. Alors bien sûr, il y a toujours une période de disruption, comme on dit en bon franglais, dans lequel les métiers sont déplacés, les gens ne sont pas encore formés aux nouveaux métiers. Donc c'est pour ça que l'éducation est si importante en fait. C'est aussi une question sociale, c'est pas seulement une question économique. C'est la raison pour laquelle, en fait, justement, l'éducation limite la vitesse de pénétration de ces technologies dans l'économie. Mais à terme, ça va conduire à une augmentation de la productivité, c'est-à-dire la quantité de richesse produite par heure travaillée. Donc on peut choisir de travailler le même temps et d'avoir une vie, disons, plus confortable et plus sûre, ou de travailler moins pour le même genre de style de vie. Ouais, le sujet, c'est bien la répartition. Et le sujet compliqué, c'est la répartition. C'est une question politique, fiscale, pas trop une question de technologie. On est plutôt des technologistes ici, ou des scientifiques. Bon, l'un d'entre nous est un politicien, mais on ne va pas... C'est notre race, ça. Voilà, on va pas lui reprocher. OK. On s'en félicite au contraire. Merci Yann. Sur la question de la productivité, je suis un tout petit peu plus prudent que Yann au sens où on sait par exemple qu'il y a ce débat sur où exactement sont passées les marges liées à la numérisation, sur les effets rebonds qui font qu'on a tendance à augmenter notre quantité de travail par plein de choses au fur et à mesure que les technologies sont censées nous faciliter la tâche. Ce qui est certain, il y a un autre argument qui est certain du point de vue géoéconomique, si je puis dire, c'est que dans un contexte où il y a une course mondiale pour s'approprier la nouvelle technologie, le fait pour l'un des acteurs de rester en retrait va impliquer une perte de compétitivité qui rejaillira sur l'ensemble de l'économie, à n'en pas douter. Il y a beaucoup plus de risques pour l'Europe à ne pas y aller qu'à y aller. Et ça n'empêche pas d'y aller avec les bonnes précautions et les bons garde-fous. Et les bons mécanismes d'observation, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'y aller sans réfléchir. Observation, expérimentation, laboratoire, aussi bien en ce qui concerne, par exemple, les interfaces homme-machine, que les répartitions du travail, que les statistiques globales, macroéconomiques.
rien ne nous empêche de mettre en place les bons organes d'observation, d'expérimentation, d'analyse. Alors hier, la discussion qu'on avait, elle était au sujet de l'éthique. Donc j'ai envie de te poser la question. Quelles seraient, selon vous et selon toi, Joël, peut-être les règles à mettre en œuvre pour avoir une intelligence artificielle qui reste éthique? Je pense que dans plusieurs cas, la question va devoir se poser de manière plus sectorielle que de manière large. L'idée d'avoir un cadre éthique ou un cadre législatif pour l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'idée de mettre un cadre éthique autour des mathématiques en général, ce qui est beaucoup, beaucoup trop large. Donc, il faut réfléchir au contexte dans lequel la technologie est déployée, puis c'est quelque chose qui a été fait avec plusieurs autres technologies, les biotechnologies récemment, le nucléaire précédemment. Il faut vraiment réfléchir au domaine où ça va être appliqué. Et puis, dans ce cadre-là, poser les bonnes questions. Donc, si on retourne à la question plutôt par rapport au domaine de déploiement, on a parlé des transports. Donc, évidemment, dans le contexte des transports, il va falloir se poser des questions par rapport à l'utilisation éthique de cette technologie-là, mais aussi, il va être important de faire des hypothèses raisonnables par rapport à l'utilisation que font les gens de cette technologie-là. On a vu malheureusement quelques accidents récemment par rapport aux voitures autonomes, dans des cadres où est-ce que, je crois, l'hypothèse était que la personne était toujours en mode de veille et de contrôle de son véhicule, ce qui n'était pas le cas. Et puis, il va y avoir d'autres cas comme ça où est-ce que les technologies vont être déployées. Il va falloir s'assurer qu'il y a un encadrement, mais aussi qu'on fasse des hypothèses raisonnables par rapport à cette utilisation-là par les individus et par la société. Peut-être. Oui, sur la question éthique, nous y avons consacré tout un chapitre du rapport. Quand je dis nous, c'est avec l'équipe qui m'accompagnait sur la rédaction du rapport. Il est important de noter que l'équipe comprenait en gros moitié d'experts sciences et techno dures et moitié d'experts en sciences humaines et sociales, et que ça a été important justement pour traiter ce type de questions. Et je pense que dans l'avenir, ça se traitera avec un mélange d'experts plutôt axés sciences et technologies et d'experts en sciences humaines. Sur notre rapport prônait la mise en place d'un comité éthique indépendant avec une orientation et des compétences assez larges, avec l'idée qu'il vaut mieux mettre en place les outils qui viendront donner leur avis que de donner un avis dès le départ, alors qu'on ne sait pas encore comment les choses vont se déployer, quels seront les modèles économiques ou les modèles de pouvoir sur lesquels on serait amené à se prononcer. Ce comité pourrait rendre des comptes aussi bien au gouvernement qu'aux citoyens, organiser des débats, être saisi de pétitions ou de choses comme ça sur le modèle de notre actuel comité d'éthique orienté sur les questions de bioéthique en général. Une solution essentiellement similaire a été proposée du côté britannique. Je sais qu'au Canada et au Québec en particulier, on a aussi une très forte réflexion sur la mise en place d'institutions éthiques. Je vais ajouter quelque chose sur le côté éthique. Il faut aussi bien sûr surveiller, écouter les pratiques, les débats dans les autres pays. Les plus fortes alertes et les plus fortes dénonciations sont venues aussi du côté américain, du côté des États-Unis, et c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller. Comme il y a eu plus d'avancées et d'expérimentation, il y a aussi bien plus d'enthousiasme et plus de contestation. Et ajouter que si on a des règles élevées qui sont bien et tout ça, mais si on n'a pas d'expertise et de force de frappe par derrière, ça ne vaut rien. Si vous n'avez pas la compétence pour détecter, analyser les pratiques inacceptables ou pour les expertiser, ça ne sert à rien de se donner des règles élevées. Alors, on a parlé aussi d'écologie et de changement climatique. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que notre planète peut finalement supporter l'impact écologique de l'intelligence artificielle? Intelligence artificielle, oui. Blockchain, pas sûr. D'accord, donc c'est l'autre. Blockchain avec moi, c'est Proof of Work. Ouais.
Non, en fait, bon, c'est encore relativement mineur en fait dans la consommation d'énergie mondiale, la consommation des centres de calcul, etc. C'est sûr que celle de Bitcoin, Pardon ? celle de Bitcoin est importante. Oui, enfin, bon, une grande partie des centres de calcul, par exemple, conçus par Facebook, sont entièrement autosuffisants, donc ont des éoliennes, des batteries, des systèmes passifs de refroidissement, dont certains sont construits très loin dans le nord, comme ça on n'a pas besoin de les refroidir, etc. Donc il y a beaucoup d'efforts en fait qui se passent là-dedans. Certaines compagnies, Google en fait, il y a 2-3 ans, a créé un groupe entièrement dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la production d'énergie. Dirigé par un certain John Platt qui était à l'origine à Microsoft. Donc il y a beaucoup d'intérêt en fait de la part de la communauté de la recherche, des espèces de collisions entre les gens qui s'occupent de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là, je pense, effectivement, non seulement dans la gestion, le pilotage de systèmes de production et de consommation d'énergie, mais aussi dans peut-être l'utilisation de techniques d'apprentissage pour peut-être permettre de nouveaux systèmes de production d'énergie, tels que la fusion nucléaire, etc. Donc pas d'inquiétude particulière de ce côté-là ? Ils n'ont pas plus que d'habitude, c'est pas ça qui... Il On a le droit de s'inquiéter pour l'énergie, mais Absolument. pas à cause de l'intelligence artificielle. Ouais. Si c'est bien organisé, comme ça vient d'être évoqué, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais ça demande effectivement une vraie réflexion sur le sujet. Des moyens ? Des moyens, le regroupement dans des centres qui permettent de rationaliser beaucoup mieux que si la puissance de calcul est distribuée partout. Des analyses. Effectivement, pour l'instant, ce qui est le plus inquiétant d'assez loin, c'est la technologie Bitcoin. Quand vous allez dans le blockchain avec la preuve basée sur la preuve de travail, comme on dit, on a une consommation énergétique qui, selon certaines estimations, est à peu près la moitié de celle de la France actuellement. Je veux dire sur le calcul Bitcoin sur l'ensemble du monde, et qui croît très rapidement. Avec on les voit d'ailleurs, on a ces images extraordinaires des grandes fermes de minage qui s'occupent de trimer pour sans arrêt résoudre les défis qui sont lancés dans le cadre de la validation des bitcoins. C'est considérable. Alors on sait aussi qu'il y a toutes ces discussions pour changer le paradigme de la preuve de consensus dans le cas des blockchains, passer à des preuves d'engagement ou d'autres formes qui seraient plus douces, mais pour l'instant, on ne les voit pas encore se développer. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut une vraie réflexion plus généralement sur le secteur informatique, qui a beau passer pour dématérialisé et économisant de l'environnement, en réalité est extrêmement consommateur, non seulement d'énergie, mais aussi de matières premières, de terres rares, de ressources non renouvelables, et a une empreinte écologique tout à fait importante. Mon avant-dernière question est sur l'équité. Est-ce que finalement cette intelligence artificielle, ça va profiter à tout le monde sur toute la planète, ou est-ce que ça va finir encore par accentuer les inégalités ? C'est un gros défi, honnêtement, qui nous attend à ce niveau-là. L'accessibilité aux technologies, déjà, est un premier défi. Et puis, en deuxième lieu, l'accessibilité aux connaissances et puis aux métiers de l'avenir liés à cette technologie-là reste aussi un gros défi. Je pense qu'on a possibilité d'intervenir, entre autres, au niveau de l'éducation. Donc, de s'assurer d'un accès à une éducation de qualité, gratuite, à travers toutes les populations. C'est une des pistes de solution, tant pour l'accès à la technologie, les connaissances, les emplois de l'avenir. Mais ça va rester un défi. Je sais qu'il y a plusieurs initiatives en place, notamment parmi les compagnies, les gouvernements, pour améliorer cette accessibilité-là à l'éducation et avoir une éducation en lien avec les métiers de l'avenir. Mais il nous reste des progrès à faire. Alors, il se passe que, pour une raison très claire, la recherche en intelligence artificielle est très largement partagée. C'est-à-dire que de plus en plus, un petit peu à la suite en fait, du mode d'opération de Facebook AI Research, une grande partie des compagnies qui font de la recherche en intelligence artificielle pratiquent la recherche ouverte, publient tous leurs résultats, publient une grande partie de leur code en open source. On a été un petit peu des pionniers dans ce domaine. On a forcé un petit peu d'autres compagnies à s'ouvrir un peu plus pour être dans la compétition. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans la recherche en IA, si on fait ça en secret, on est en retard.
Donc, les gens qui pensent que, par exemple, il y a des technologies très avancées, secrètes, développées dans les laboratoires militaires secrets américains, pas du tout. C'est pas du tout, ils sont en retard. C'est plutôt le contraire. Pareil pour des compagnies qui sont un petit peu secrètes, on n'a pas beaucoup d'idées sur ce qu'ils font dans les produits. En général, au niveau recherche, ils sont en retard sur les autres. Donc ça concerne des compagnies comme Apple, par exemple, qui ont un peu cette pratique en fait, de ne pas révéler leurs produits jusqu'à ce qu'ils les sortent. Donc déjà, cette pratique de la recherche ouverte fait que le savoir est partagé, ce qui est très bien, et disséminé. Que la communauté accélère le progrès en fait plus rapidement parce qu'on met en place des collaborations entre tout le monde qui ne sont pas forcément des collaborations volontaires, mais on se construit les uns sur les autres les progrès. À un moment, Facebook fait des progrès en traduction automatique, et puis 3 mois plus tard, Google a une nouvelle idée qui améliore celle-là, et puis 3 mois plus tard, Facebook a une autre idée qui est construite sur les 2 précédentes, etc. etc. Donc ça fait qu'une partie de l'accélération qu'on a observée ces dernières années est due à cette collaboration. Donc ça permet en fait de partager le savoir. Maintenant, ça ne veut pas dire que nécessairement les avantages économiques du déploiement de l'intelligence artificielle vont être largement partagés. Mais ça, encore une fois, c'est une question politique et fiscale. C'est-à-dire que je pense que c'est un avantage que l'Europe a par rapport aux États-Unis, c'est qu'en Europe, on sait ce que ça veut dire d'investir dans l'infrastructure, de démocratiser l'éducation, etc., de ne pas faire trop de sélection par l'argent pour l'éducation, par exemple. Les États-Unis n'en prennent pas le chemin. En fait, ils sont en train d'en prendre le chemin inverse, où il y a un accroissement des inégalités qui est absolument phénoménal, qui est du domaine du tiers-monde. En fait, les États-Unis sont un pays du tiers-monde, c'est simplement le pays du tiers-monde le plus riche. Tous les indicateurs indiquent que c'est un pays du tiers-monde, sauf donc santé, éducation, inégalité sociale, etc., sauf le PNB par habitant. Bon, je schématise un peu, bien sûr. Hein. Mais donc, je pense que de ce côté-là, l'Europe a un avantage, très clair. Il y a un truc avec le budget de la défense aussi, non, en tant qu'indicateur. Oui, certes. Enfin, une question. Je vais enchaîner aussi pour rappeler combien cette question-là du partage de la techno est importante. Et d'abord, c'est un débat qui vient avec toutes les technos, pas seulement l'IA. C'est déjà un débat qu'il y a eu sur le numérique et on a encore le problème sur, par exemple, la connectivité dans les territoires ruraux, les formations pour les seniors qui sont retrouvés à l'écart des technologies. Ça vient toujours. Et sur l'IA, on peut argumenter que comme c'est encore plus efficace, plus souple, plus modulable, le danger, si on y prend garde, peut être encore plus élevé. Je rappelle que dans le fameux bouquin de Cathy O'Neill qui s'appelait Weapons of Math Destruction, le sous-titre, c'était un truc du genre comment le big data et l'intelligence artificielle détruit la démocratie ou quelque chose comme ça. Et l'idée, c'était que systématiquement, c'est utilisé pour augmenter les inégalités. Alors, c'était un ouvrage avec une vision assumée, militante clairement à gauche, mais c'est un ouvrage qui démontait cas après cas de façon explicite en expliquant pourquoi sur tel ou tel cas, la conclusion à la fin, c'est un accroissement pour telle et telle raison d'inégalité, avec des gens crédules qui se font manipuler, dépensent plus qu'ils ne devraient, ou des acteurs publics moins habiles que d'autres acteurs privés à mettre en place ces outils qui se retrouvent moins efficaces, etc. La question de l'éthique de l'intelligence artificielle, elle est là. Elle n'est pas dans est-ce que les robots vont dominer la planète, est-ce qu'il y aura un scénario la Terminator, elle est là-dedans. Exactement. Bon, j'en profite pour faire un peu de pub. Si vous voulez voir le talk de Cathy O'Neill, vous allez sur le channel Uzi Events. Elle est venue il y a 2-3 ans à l'USI, donc si le sujet vous passionne, vous trouverez tous les détails là-dessus. Enfin, pour conclure, est-ce que toutes ces révolutions technologiques, ça vous rend optimiste ou pessimiste ? Comme scientifique, je pense que je suis plus du type réaliste. C'est-à-dire qu'il faut regarder la situation en face, il faut voir où on est rendu et où on veut s'en aller. Et puis prendre les moyens pour parcourir le chemin à venir. Et puis il y a toutes sortes de défis, absolument, qui sont aussi des belles possibilités pour nos chercheurs, ainsi que pour nos politiciens, de prendre action et puis de nous diriger vers où on veut s'en aller. Je ne peux pas me faire optimiste ou pessimiste.
Elle fait, alors, réaliste, c'est quand même... J'imagine que dans ce que je suis optimiste qu'on soit capable de prendre des décisions qui s'imposent pour se rendre là. Alors, la phrase « je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste », c'était un des mantras de Léo Szilard, qui militait contre l'usage de l'arme atomique en expliquant que ça allait détruire la planète et tout, et tout, et tout. Et bien sûr, alors d'abord, je pense, pessimiste ou optimiste, ça tient plus à vous qu'à la situation. Le vrai optimiste, même en face d'Armageddon, il continuera à rester optimiste. Mais ça n'empêche qu'il faille regarder les dangers, les opportunités en face. Quand on est scientifique, on a peut-être un biais aussi, c'est que la science en elle-même progresse systématiquement. C'est un avantage sur tous les autres domaines. C'est pas toujours clair qu'il y ait du progrès en éducation ou dans la société ou en sciences politiques d'ailleurs. Enfin bon, on pourrait en reparler. À certaines époques, il y en a, ça c'est sûr, mais pas toujours. Et en revanche, en science, il n'y a pas de discussion. Le volume des connaissances et la compréhension progressent systématiquement. Et quand on voit arriver quelque chose de nouveau, avec des zones d'ombre, avec du mystère, on se dit chouette, il y a des choses intéressantes que l'humanité va gagner en termes de connaissances. Et peut-être que ça tend à nous déséquilibrer un peu ou à sous-estimer le potentiel négatif de certaines choses. Tout ça étant, si on regarde bien les dangers, qu'on les explique bien, sans chercher à endormir les gens par des propos lénifiants, qu'on partage le discours, la responsabilité, qu'on accompagne l'acquisition de la technologie, tout peut bien se passer. Le pire qui peut se passer, ou parmi les dangers qui sont véritables, ça serait un défaut de communication et se retrouver après dans une perte de confiance avec un dialogue qui devient impossible. Un peu la situation qu'on est en train de vivre sur certains sujets tels que le compteur Linky, par exemple, où dans bien des instances, le débat rationnel est devenu impossible. On a juste laissé la situation trop longtemps sans explication et sans associer les gens. Et peut-être qu'on arrivera à dépasser ça, mais on peut espérer qu'on arrivera à dépasser ça, mais ce n'est pas du tout facile. Donc sur l'IA, il faut, dès le départ, sans arrêt, expliquer, partager les incertitudes, les risques, les espoirs, les inquiétudes, et puis dire, voilà, on est tous ensemble dans le même bateau et on va travailler pour que tout se passe au mieux. On est animé de bonnes intentions, vous aussi à quelques petites exceptions près sans doute, et on va collectivement aborder tout ça. Oui, je pense qu'il faut être effectivement réaliste, il faut être rationnel, il faut voir les effets bénéfiques et dangereux, les regarder dans les yeux, aussi bien les uns que les autres, et pas se concentrer sur des faux problèmes ou sur des fausses peurs, vraiment se concentrer sur les vrais problèmes et les identifier avant qu'ils n'arrivent. On va faire des bêtises, c'est sûr, il va y avoir des développements d'utilisation de l'intelligence artificielle qui vont créer des problèmes qu'il va falloir corriger. Du moment qu'on réalise que ces problèmes existent et qu'on les corrige, ça va. Mais effectivement, il faut une approche très rationnelle. Alors maintenant, toute technologie peut avoir des bons côtés et des mauvais côtés. Quand les premiers avions ont commencé à voler, certains auteurs ou commentateurs ont dit d'ici 20 ans, on va avoir des villes qui vont être détruites et enflammées par des attaques aériennes. Cette prédiction s'est révélée correcte. Mais peu de gens aujourd'hui dirait que les progrès de l'aviation ont été détrimentaux, si vous voulez, n'ont pas été bénéfiques à l'humanité globalement. Donc il y a toujours les deux côtés de la pièce, les armes à double tranchant, et il faut se protéger des effets pervers, des effets négatifs. Ce sont encore le rôle des scientifiques là-dedans n'est pas de prendre ce genre de décision, mais d'informer les politiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour éviter ces débordements. Et la question, c'est est-ce que nos institutions démocratiques sont prêtes à accepter ce genre de choses ? Ce n'est pas le cas pour tous les pays. On va certainement observer des débordements de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans certains pays, comme on le voit aujourd'hui en Chine, par exemple, qui l'utilisent de manière qui serait complètement inacceptable dans l'Ouest. Où tout un chacun
rentrant dans un aéroport ou dans un magasin est reconnu par son visage, où le gouvernement a accès à toutes les données privées des gens qui sont sur les applications utilisées universellement, où chaque personne a même un nombre qui indique son degré de qualité sociale, etc. Les gens sont mis à l'index s'ils n'ont pas les bons amis, etc. Donc c'est une espèce de vue un petit peu extrême qui date de la science-fiction des années 50 et 60, mais qui est en train de se réaliser dans certains pays. Donc les institutions démocratiques, si elles sont solides, devraient nous protéger de ce genre de débordement. Et donc, du coup, j'ai une dernière question qui me vient. Est-ce qu'on aura un jour une espèce de COP de l'intelligence artificielle, comme on l'a finalement sur l'environnement? Est-ce qu'on sera obligé un jour de réunir tous les pays pour travailler ensemble sur ces sujets-là? Oui, en fait, ça arrive déjà un petit peu. Il y a des réunions au niveau des Nations Unies, par exemple, pour discuter de ce genre de questions. Certaines de ces discussions sont un peu prématurées. Elles sont justement des discussions sur les Terminators, sur des choses comme ça. Des discussions un petit peu aussi sur les armes autonomes. Donc, il y a beaucoup de discours dont certains sont réalistes et d'autres sont un petit peu naïfs sur la question. On a déjà des armes autonomes. En fait, certaines sont déjà interdites. Les armes autonomes qui sont interdites aujourd'hui sont les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles sont des armes autonomes, elles existent depuis très longtemps. Et elles sont interdites, non pas parce qu'elles sont intelligentes, mais parce qu'elles sont très stupides. Elles sautent avec n'importe qui. Donc, il faut certainement des réglementations internationales de ce côté-là, comme il y a eu pour les armes biologiques, les armes chimiques, etc. C'est pas vraiment prématuré de discuter de ces choses, mais il faut avoir des discussions réalistes parce que, effectivement, par certains côtés, certaines armées travaillent sur des armes semi-autonomes, en général pas complètement autonomes. Il n'y a pas de décision directe de machine, par exemple, fatale, disons. Il y a toujours une personne qui prend la décision. Mais ces armes semi-autonomes, en fait, sont faites pour justement minimiser les effets collatéraux en fait, des armes, et sont plutôt que certains qui les caractérisent comme des armes de destruction massive, sont en fait faites au contraire pour des opérations de précision. Je ne suis pas spécialiste de la question, je n'ai pas d'opinion très tranchée sur la question non plus, mais ce sont des questions qu'il faut discuter certainement. On a travaillé un peu ce sujet sur le rapport, et on a vu même, d'après les échanges dans le rapport, combien ce sujet-là est délicat. Et pour plein de raisons. C'est un débat qui se joue sur l'éthique, mais dans lequel la technique doit forcément s'inviter. Il faut trouver la bonne combinaison des deux, pas se laisser noyer dans la technique, mais pas l'oublier non plus. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire, en tout cas dans la classe politique française, nous ne voulons pas de robots tueurs. Ça a été employé par le président, ça a été employé par la ministre de la Défense, c'est employé par tout le monde. Mais après, vous dites, OK, on ne veut pas de robot tueur, alors je vais rentrer chez moi et écrire la définition du robot tueur. Et là, vous êtes très embêtés. Il n'y a pas de définition du robot tueur. Personne ne sait ce que c'est ou ce que ce n'est pas un robot tueur. Et si vous voulez dépasser ça, il vous faut commencer à mettre sur la table ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, distinguer différents degrés d'autonomie. Distinguer la mine du robot, oui, mais distinguer aussi le missile qui est envoyé par un humain mais qui ensuite vit sa vie et que personne ne peut arrêter, du robot qui va aller décider, entre guillemets, de faire telle ou telle action. Qu'est-ce que ça veut dire décider aussi? Tout ça, c'est des débats délicats. Et on voit le jeu qui peut être dans lequel le dialogue de sourds peut s'installer, avec les tenants de l'éthique qui disent à juste titre c'est un sujet extrêmement grave, il faut qu'on puisse en discuter et collectivement prendre la décision. Et les tenants du côté de la technique, on répond non, mais on ne peut même pas en parler si on ne s'entend pas sur le sens des mots et la façon dont ça s'organise. Ajouter à ça que, bien sûr, sont des recherches qui ne sont pas ouvertes, ça se comprend, pour lesquelles les scientifiques ont, pour la plupart, très peu de visibilité quand ils ne sont pas à l'intérieur des organismes de défense sur ce qui se fait réellement et quelles sont les possibilités de la technologie. Et donc, on est en plein sur un débat de fond très politique et très technique à la fois, dans lequel les contributions variées vont devoir être mises sur la table et où il ne faudra pas prendre les gens pour des gamins, mais expliquer les enjeux et les difficultés. Et puis ce défi-là de bien expliquer les enjeux techniques
à des gens qui n'ont pas nécessairement une formation technique reste un défi, que ça soit avec certains politiciens, que ça soit dans le cas, par exemple, des applications de l'intelligence artificielle en médecine, de travailler avec les équipes cliniques, avec les médecins, puis de bien expliquer les implications au niveau de la prise de décision, au niveau de l'analyse de données qui s'imposent. Ça reste un défi, oui. Merci Joël. Merci Cédric. J'ai promis que tu serais à 16h30 à l'Assemblée, donc il va falloir y aller. J'y retourne. Merci beaucoup, Merci, chers Dave. amis, pour votre écoute attentive. Je vous laisse en bonne compagnie. Merci beaucoup. Merci.